je t'aime autant que je te déteste. Et le message m'a marqué, quoi, tu vois. Quel bon résumé de ce que beaucoup de gens peuvent avoir comme perception de moi, quoi. Ouais, tu sais, en ce moment, il fait gaffe et tout avec les photos. Mais va te faire en... Sérieusement, attends, ça va. Tu sauves pas des vies, à ce que je sache. Hein. Tu fais des blagues à la télé ou au cinéma, tu vois. Oui, tu vas faire 3 photos avec des gars, quoi. C'est pas la fin du monde, tu vois. Des fois, je vois des gens arriver, mais vraiment, j'ai envie de dire, les gars, j'étais pas au courant que vous aviez sauvé 50 enfants du cancer cette semaine. Bonjour, il me dit, ouais, ça va, excuse-moi, j'essaie de rester un peu caché, parce que, tu sais, à Cannes, les gens, ils sont un peu... Tu te prends pour qui, en fait? Tu te prends pour qui? Tu fais le taf le plus cool du monde. Tu sais, c'est quoi notre taf à nous? Notre taf, c'est d'arriver sur un plateau, il y a des gars qui viennent, tu veux un café? Tu connais beaucoup de travail où les gens ils arrivent, on leur dit tu veux un café Marc? On t'amène un café. Salut Kev. Et salut Comment salut tu Alex, vas? très content d'être là, très content d'être dans le Boom Boom podcast, le podcast Boom Boom. Comment Bah on dit? pareil, ouais, Boom Boom Podcast, Le exactement. Boom Boom podcast. Tu sais, je commence toujours par demander ce qui fait battre le cœur de mon invité. Et je crois que toi, c'est un truc qui me fascine assez, c'est plusieurs casquettes, c'est l'hyperactivité, ton truc. Oui, alors après je sais pas si c'est ça qui fait battre mon cœur réellement, mais en tout cas c'est ce qui me définit, ouais, c'est sûr. Mais au travers de ça, en fait c'est plein de choses qui font battre mon cœur, qui forment une espèce d'hyperactivité globale, on va dire. En fait, c'est t'aimes l'alternance de tous ces Ouais, c'est ça. métiers-là. Ça c'est vrai. Et ça, c'est important pour toi. Tu vois, si on devait résumer ce podcast assez rapidement, ce qui fait battre mon cœur, c'est justement de pouvoir être dans des rôles très différents plusieurs fois dans la même journée, quoi, tu vois. Et nous, on va faire la promo, parce que tu es là pour la promo d'un film qui sort au cinéma le 16 juillet. Effectivement, j'avais oublié ce film. Tu vois, je suis là pour te le rappeler, Bravo. certains l'aiment chauve. Qu'est-ce qui t'a plu dans le scénario de ce film? Est-ce que c'est parce qu'on te parle toujours de tes cheveux ou pas? En vrai, on sait que Kev Adams et la coiffure, il y a une histoire. On Ouais. t'en parle tout le temps. Alors évidemment, ça a joué, puisque quand les producteurs sont venus me voir, ils m'ont dit que ça nous amuserait justement que toi, qui est vachement, entre guillemets, ouais, représenté avec tes cheveux, tu sois chauve et que tu passes par tous les stades de la fartasse. Et donc, eux, ça les amusait. Et puis moi aussi, ça m'amusait de jouer un peu avec cette image. Mais ce qui m'a vraiment plu dans le film, c'est le message qu'il y a derrière. Il y a un vrai message sur l'acceptation de soi, sur le fait que on évolue, on grandit, on vieillit. Et donc, on a toujours, tout le monde a des défauts, tout le monde a des imperfections. C'est pas toujours facile de les accepter, mais le film raconte que quand on lutte contre, elles se voient encore plus finalement. Alors que quand on les accepte, quand on les embrasse, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe, quoi. Donc c'est ce qui m'a le plus plu dans le film. Au-delà du fait que c'est très drôle et que j'ai eu la chance de jouer avec que des potes, Michael Youn, Ryan Bensetti, Chantal Ouais, Latsou. c'est une bonne vraiment... équipe. Ouais, tu te marres Ouais. bien. Ça, c'est important. Tu regardes avec qui tu tournes. Bien et sûr. tu dis, OK, bonne ambiance. Ouais, bien bon sûr, un feeling. tournage, c'est quand même plus de 2 mois dans ta vie où tous les jours, tu vas vivre presque en inertie totale avec ces gens-là. Tu as envie d'être avec des gens avec qui tu vas bien t'entendre, avec qui ça va être cool. Ouais, c'est un peu la Ce qui colo, compte la avant tout, bande. c'est les souvenirs que tu vas te créer, quoi. Après, le film sera ce qu'il est. Tu vois, parfois c'est top, parfois c'est moins bien, parfois c'est au-delà de tes attentes, parfois c'est en dessous, mais le moment, ouais, il faut qu'il soit cool, il faut qu'il soit agréable. Donc, comment tu gères un peu toutes tes casquettes là? Comment tu fais concrètement? Quand tu pars en tournage, bon, pendant 2 mois, tu le dis, tu fais que ça, j'imagine. Pas C'est sur vraiment, hein, le d'autres plages, week-end, je non? suis quand même sur les autres délires, ouais, le week-end, ça va. Ah ouais, mais donc tu bosses 7 jours sur 7, t'as jamais de off. Ouais. Comment t'organises ton temps? En fait, c'est ça, quand je me suis dit, il choisit l'hyperactivité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vraiment, il a jamais aucune pause. Qu'est-ce qu'il laisse pour la vie à côté? Enfin, tu vois, je me suis dit, C'est une bonne question. c'est fascinant et en même temps un peu terrifiant parce qu'on se dit, ouais, ok, tu vois, comment il équilibre le truc, quoi? Pas très bien en fait. Franchement, j'équilibre pas très bien le truc. C'est déjà honnête de le dire. Ouais, non, je travaille beaucoup là-dessus d'ailleurs en ce moment. J'ai du mal vraiment à faire la différence entre le temps de taf et le temps pour moi, quoi. Mais en même temps, il y a 2 problèmes. Déjà, le 1, je me fais vite chier dans la vie. Ok. Je m'emmerde vite, quoi. C'est-à-dire que assez vite, tu vois, je pars en vacances une semaine. J'allais dire, c'est quoi ton seuil de tolérance? Au Genre bout une de- semaine, si tu fais rien, ça y est, t'es pas bien. Au bout de 3 jours d'inactivité totale, de genre on parle pas de travail, de rien, on est que en vacances à faire à jouer au bowling et à faire du vélo, ouais, je commence à me faire un peu. Même lécher. avec des potes, même avec une amoureuse, il Ouais, n'y a rien à faire. ouais. Genre, il faut bosser. Ouais, Ok, franchement. ok. Franchement, ouais. Donc ça, c'est dans ta nature, c'est comme ça. Ouais. Non, mais aussi, attends, c'est aussi parce que j'ai la chance de faire un travail que j'adore, qui est une chance incroyable quand même. Il y a beaucoup de gens qui font des tafs où ils se disent vivement le week-end, tu vois. Pour le coup, c'est clairement pas mon cas. Moi, j'adore faire ce que je fais. Je me sens profondément chanceux de le faire. Je trouve que c'est vraiment une chance, une bénédiction, quelque chose d'un peu magique, quoi. Donc c'est quelque chose que je ferais sur mon temps libre si c'était pas mon travail. Ouais, ok. C'est C'est-à-dire que vraiment si la je bossais, passion, ouais. mettons, dans une boutique, par exemple, et que j'étais vendeur, tu vois, un truc que j'ai fait beaucoup plus jeune,
je sais que le week-end, je me mettrai à écrire des scripts et à tenter d'essayer tu vois, de créer des histoires, que ce soit pour la scène ou pour le cinéma ou pour la télé. Donc, comme j'ai la chance de faire mon travail, bah, je le fais à fond, même Tu le week-end. kiffes et tu profites. Et est-ce que tu as peur à chaque fois du résultat de tout ce que tu fais quand tu entreprends? Est-ce que tu te dis, oh là là, faut que ça marche, je me mets une pression, ou quelque part, tu es assez à l'aise avec l'échec, tu te dis, bah, je le fais parce que j'en ai envie, ça marche, c'est super, ça marche pas, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, de ce que j'ai envie de créer. Alors, c'est quoi ton rapport à l'échec ou à la réussite? c'est une bonne question. Il y a une nuance entre ça marche et ça plaît. Il y a une grande nuance. Alors, ça marche, c'est quoi? C'est en termes de chiffres? Ça marche, c'est les chiffres. Okay. Ça marche, c'est purement et simplement des chiffres, c'est bête. Ça marche, ça marche. C'est pour le coup, on peut le prouver, quoi. Tu vois, ça rapporte de l'argent. Exactement, c'est une industrie comme une autre. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette industrie, si ce n'est que on joue avec des gros montants, et donc c'est une industrie avec beaucoup d'argent. Que ce soit celle du spectacle, effectivement, bah, tu fais un spectacle. Le fait de produire ce spectacle va coûter une somme. Tu vas emmener ce spectacle en tournée. Bon, bah, il faut que ça ramène plus d'argent que ce que ça a coûté de le fabriquer. Bien sûr, logique. Et évidemment que ça vende un maximum de billets. C'est comme ça à peu près qu'on compte, on va dire, le résultat dans les spectacles d'humour, c'est combien de billets vendus. C'est souvent comme ça qu'on réfléchit. Et on sait qu'il y a un seuil, passer 300, 350 000 billets vendus sur un spectacle de one-man show ou de théâtre. On dit souvent que c'est un succès. Déjà, à partir de 100 000 billets, moi, ça me paraît énorme. beaucoup. Ouais. 350 000 sur un spectacle, c'est gros. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est toujours le seuil qui dit, OK, c'est le spectacle du moment, c'est ce qu'il faut aller voir, tu vois. Et là-dessus, pour le coup, j'ai été, moi, extrêmement gâté, tu vois, en termes de chiffre de spectacle depuis le début de ma carrière. C'est assez ouf. C'est pour ça que je fais une vraie différence entre ce qui marche et ce qui plaît. Alors voilà, donc plaît. Tu vois, pour le coup, oui, je veux que ça marche. Et oui, je veux que ça touche le plus grand nombre. Et oui, je m'efforce de faire en sorte dans le taf de réfléchir à comment on va bien marketer le truc, de quelle manière on va en parler. Il faut que ce soit le plus vrai, le plus sincère, le plus pur, le plus large possible aussi, que ça puisse toucher toutes les générations. Et ça, c'est pour que ça marche. Parce que oui, j'ai la chance, et je le dis en toute humilité, mais avec beaucoup de fierté, j'ai la chance de faire partie de ceux qui vendent beaucoup de billets en France depuis maintenant une petite quinzaine d'années. Et je me bats pour. C'est pas. Oui, parce qu'il y a forcément des échecs. Il y a des fois où tu es forcément déçu aussi. Il y a des trucs que tu as dû faire où tu dis, oh là, je me suis pris une énorme claque, là, ça plaît pas ou ça marche pas. Bien sûr, évidemment. Alors, c'est plus sur le cinéma ou sur la télé que j'ai vécu ça. Ouais, des films au cinéma dans lequel sur le spectacle, franchement, je touche du bois. J'ai été gâté jusqu'à présent. J'ai commencé mon premier spectacle. J'avais 18 ans, ça a été un grand succès. Celui d'après aussi. Celui d'après, c'était avec Gad en duo. Ça a très bien fonctionné aussi. Celui d'après, c'était encore en solo. Ça a très très bien fonctionné aussi. Et là, le dernier en date que j'ai joué il y a 2 ans a extrêmement bien fonctionné aussi. Donc, sur les spectacles, pour le coup, j'ai pas eu d'échec à proprement parler. Quand je dis échec, c'est vraiment, on parle uniquement de chiffres et de vente de billets. Dans les films, ça a été plus compliqué. Les films, j'en ai eu qui ont cartonné et d'autres qui ont clairement pas marché. Et là-dessus, bien sûr que quand ça marche pas, ça me fait souffrir. Ça, c'est une évidence. Maintenant, pourquoi j'appuie sur la nuance entre est-ce que ça marche ou est-ce que ça plaît? J'ai fait des films qui ont été des succès énormes et qui ne sont pas d'excellents films dans l'inconscient populaire. Ça me faisait souffrir à l'époque. Depuis que j'ai fêté mon dernier anniv, c'est-à-dire 33 ans, je suis en train de me libérer de ce truc-là. C'est-à-dire que naturellement, je me rends compte que si moi, je suis content de ce que je te propose, et si ça marche, après, ça te plaît pas, c'est plus trop mon problème. C'est le principe de ce qu'on fait, c'est le principe d'un truc artistique, d'un projet, appelle ça comme tu veux. Moi, je le bosse, je le façonne, j'essaye de le faire au plus proche de ce qui me plaît à moi. Après, si toi, ça te plaît, c'est génial. On a un point de rencontre. Si ça te plaît pas, ça m'importe de moins en moins. Et qu'est-ce qui a fait la bascule, justement? C'est pas qu'une histoire d'âge, c'est quelqu'un qui t'a dit quelque chose, c'est une réflexion que tu as eue, c'est une rencontre, c'est un truc qui a changé? Je pense que c'est le temps passé dans ce métier, en fait. Il y a eu trop longtemps dans ma vie où je me disais réussir, c'est plaire à tout le monde, tu vois. Ouais, vraiment. Peut-être que ça venait aussi de traumas d'enfance, tu vois, il y avait un côté, il faut plaire à tout le monde, il faut que tout le monde dise que ce que tu fais, c'est bien, il faut que tout le monde t'aime, c'est trop important. Et puis je crois qu'avec le temps, avec les rencontres, avec les joies, avec les échecs, avec les succès, avec les déceptions, plus ça avance et plus... Mais en fait, c'est ouf parce que c'est pas un truc que j'ai décidé. Hein. Je m'en rends compte petit à petit. C'est-à-dire que parfois, j'ai des réactions où, genre, je vois, on me dit « Ah, t'as vu, sur cette vidéo, les gens ont dit ça ?»
Je sais que le moi d'il y a 5 ans aurait complètement paniqué, quoi, boule au ventre et tout, en mode quoi, les gens disent ça, mais pourquoi les gens disent ça, mais c'est un truc de ouf, mais je comprends pas, mais c'est vrai. Plus ça avance, plus je suis en mode les gens ont dit ça, je dis les gens ont dit ça. Donc ça te rendait malade, tu veux dire vraiment à l'époque, Ouais, tu ouais, le vivais, ouais. tu pleurais, tu voulais tout Pleurer, arrêter. non, mais Tu disais quoi, allez c'est bon, j'arrête, ça y est, les gens m'aiment pas. En fait, moi ça m'interpelle quand tu dis je voulais plaire à tout le monde déjà, parce qu'effectivement c'est impossible. Enfin, c'est impossible un défi, de plaire à c'est tout le monde. impossible, Ouais. tu vas te rendre ultra malheureux. Mais je me dis, comment tu te protégeais pas quoi? T'étais premier degré, tu te prenais ça dans la figure et avec un âge plus jeune, tu souffrais de ça. Ouais, je pense que j'étais jeune, j'ai eu la chance de commencer à faire ce métier très jeune, et quand t'es jeune, parfois t'es un peu face à une incompréhension, tu vois, tu te dis, je comprends pas, moi j'essaye que de vous faire kiffer, tu vois, j'essaie de vous raconter des histoires pour amuser la famille, pour amuser les plus jeunes, les parents, tu vois, ou pour amuser les adultes d'ailleurs, et que ça te plaise pas, je l'entends, mais que ça amène, tu vois, parfois de la haine ou de la méchanceté et tout, j'ai du mal à le comprendre, et en fait quand t'as du mal à comprendre, parfois tu luttes un peu contre. C'est-à-dire que tu vas nager à contre-courant du truc, tu vas être dans un délire de il faut que je comprenne pourquoi. Et comprendre pourquoi va parfois te puiser plus d'énergie que d'enchaîner sur un autre projet et de travailler autre chose. Mais quoi. tu répondais, je sais pas, concrètement, tu faisais non, quoi? c'est Tu vraiment te moi mettais avec en moi-même. dessous sur les... Ok, c'était que Ouais, avec c'est un truc de tu réfléchis, tu y penses, ça t'habite. Tu vois, tu ressasses le truc, tu essayes de comprendre. Tu essayes de comprendre un truc qui n'est pas compréhensible en fait. Et tu penses que ça vient de l'enfance? Tu disais tout à l'heure ces rapports. Et tu sais d'où ça vient précisément? Ça t'a compris en remontant un peu en grandissant? C'est quoi? C'est l'école? Ouais, mais je pense que beaucoup d'entre nous, de toute façon, se construisent à l'école, au collège, au lycée. C'est une période qui te construit beaucoup socialement. C'est-à-dire que ça va beaucoup te donner la posture que tu vas avoir avec les autres au début de ta vie en tout cas. Et donc ça va construire une base certaine, c'est sûr. Et moi, je m'en suis jamais caché. Au collège, au lycée, j'ai vécu... je n'irai pas jusqu'à dire du harcèlement, mais une forme de harcèlement. Je dis une forme de harcèlement parce que moi j'ai grandi dans une époque absolument merveilleuse où quand tu rentrais du collège ou du lycée, on arrêtait un peu de te faire chier, tu vois, il y avait un silence, on va dire. Et donc ça allait bien, parce que ça allait avec le lot de l'école. Tu allais à l'école, on se foutait un peu de ta gueule, toi tu étais là, tu disais ouais je m'en fous, en fait ça t'atteignait un peu, mais malgré tout le soir tu rentres chez toi, et puis ça s'arrête, et puis c'est cool, et puis le week-end t'es avec des copains, et puis tu relativises tout le truc et ça va mieux, tu vois. Ouais, sauf que t'avais le temps de te demander pourquoi moi, quoi. Qu'est-ce que j'ai, tu vois, je suis à l'école, j'ai rien fait. Tu savais vrai. pourquoi à l'époque? Parce que du coup, quand tu rentres chez toi, c'est... Putain, moi, je sais à peu près pourquoi, parce que moi, j'avais tous les clichés de l'adolescent, quoi. Tu vois, j'étais le cliché adolescent. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire les boutons en pagaille, les dents écartées avec des bagues un peu pourraves, tu vois. En fait, j'avais des bagues et puis les bagues fonctionnaient pas, donc ils ont remplacé les bagues par une espèce d'autre système dégueulasse avec des élastiques. Mais il fallait quand même garder des bagues. Je vois ce truc-là. Je suis désolé pour ceux qui regardent ça, c'est vraiment pas glamour, mais du coup, ils ont gardé que 3 bagues. Ah ouais. J'avais 1, 2, 3, j'en avais 3, et juste devant. Ah ouais, et après, j'avais des élastiques immenses, et du coup, on m'appelait Trident, du coup, à l'école. Ce qui est plutôt bien trouvé, puisque effectivement, il y avait 3 dents baguées. Voilà, plus les boutons, plus les cheveux gras, plus un petit peu en surpoids. Donc, toutes ces choses-là, on va dire, appelaient un peu à la moquerie, quoi. Mais j'en ai jamais... En tout cas, je me suis jamais rendu compte que j'en ai souffert. Mais je pense que la volonté de plaire à tout prix et de dire, mais non, mais regardez, acceptez-moi, je suis avec vous, je suis comme toi, je suis comme toi. Dans mon dernier spectacle, je disais, je change en fonction des gens qui sont face à moi, tu vois. Si je parle avec quelqu'un de très élancé, ouais, tu vas t'adapter. Je vais m'adapter un peu, tu vois. En adaptation permanente. Ouais, si je parle avec quelqu'un qui est un peu la gouaille comme ça et tout, qui est un peu en mode alors gamin qui s'y tu vois, je vais m'adapter aussi, tu vois. Il y a un truc très caméléon comme ça, et je pense que ça vient de là. Je pense qu'il y a un côté, une envie très forte d'être accepté de l'autre. Et cette envie-là, petit à petit, et je pense que les succès aussi, et j'ai eu la chance d'en avoir pas mal, m'ont soigné de ça aussi, quoi, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, quelque part, c'est peut-être une force de s'adapter pour réussir et pour faire ce métier, ça t'a sûrement aidé. Parce que j'ai vu, en préparant cette interview, que tu disais j'étais invisible à l'école. Ouais. Et en fait, t'as fait tout le contraire dans ta vie, t'es devenu ultra visible, ultra... Donc peut-être que sans cette enfance, t'aurais pas le même parcours que t'as aujourd'hui, et c'est peut-être là que ça s'est joué... C'est-à-dire que tu n'avais pas peur d'y aller, quoi. Tu n'avais pas peur d'aller au-devant des autres. Non. Malgré tout ce que tu avais vécu à l'école et tout, tu t'es jamais dit, bon, bah non, en fait, moi, je vais rester dans mon coin, je vais faire un petit truc et je vais gêner personne. Et, tu vois, les moqueries t'ont jamais freiné dans ta vie, quoi. Non, franchement, au contraire, ça a été plutôt une motivation. Une motivation, et puis, c'est pas que les moqueries, c'est le côté... c'est pas possible, c'est pas pour toi, t'y arriveras jamais. Ça venait de qui, ça? De ta famille? De tout le monde, franchement. Moi, j'ai commencé à faire des castings très, très jeunes. Je me suis inscrit au théâtre, j'avais 8 ans.
J'ai commencé à faire du théâtre de manière plus sérieuse quand j'avais 15 ans. J'ai commencé à faire des castings à l'âge de 8-9 ans. Et donc les castings en répétition, en pagaille, toute ton enfance, tous les mercredis, tous les samedis, face à une petite caméra un peu ripou, avec une dame qui dit « Eh ben, on vous écoute, alors le texte, voilà, montrez-nous vos mains, vous vous appelez comment ?» Ça te forge quand même, tu vois. C'est encore une fois, la période de l'enfance, c'est très important. Donc, ouais, je pense que j'ai entendu des choses, tu vois, dans mon enfance qui ont fait que je me suis dit... ouais, j'ai envie d'être vu et d'être accepté, c'est toujours pareil, c'est une forme d'acceptation que tu cherches tout le temps, quoi. Même pour tes parents, ils n'étaient pas moteurs derrière toi, ils te poussaient pas? Mes parents, ils avaient très peur de ce métier, ce qui est normal. Moi, je viens d'une famille très terre à terre. On va au travail, le travail, c'est pas un plaisir. On fait du travail pour gagner de l'argent, pour nourrir sa famille. C'est vraiment ce schéma, ce carcan-là, tu vois. Quand j'ai dit très jeune que je voulais être artiste, la première réponse que j'ai entendue, c'est pas un métier, tu vois. C'est un super hobby, c'est génial et tout, mais c'est pas un métier. Et tu répondais quoi à ce moment-là? Bah ok, qu'est-ce que tu réponds? Ok, certainement, vous avez raison, c'est vous les adultes, hein, tu vois, donc j'imagine que c'est vrai, quoi, tu vois. Et en même temps, c'était une manière de me protéger. Je comprends aussi pourquoi ils m'ont dit ça. C'est quand même un taf où il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, où c'est très très dur de tenir sur le temps, où il y a tout le temps de la nouveauté constamment, où tu vois, il en faut très peu pour devenir has-been, il en faut énormément pour se faire connaître. Donc en fait, tu vois, toutes ces choses-là font que je comprends que venant de parents, moi je sais que si demain j'ai des enfants, je leur conseillerais pas spécialement de faire ce métier. Tu vois. Et c'est ta grand-mère, non, qui t'a soutenue? Mon grand-père. Ton grand-père. Ok, donc tu avais donc un grand-parent qui était à fond derrière toi. Ouais. Jusqu'à quel point ça t'a aidé? Tu te souviens de quelque chose qu'il a pu te dire ou où tu t'es senti soutenu, ou ça t'a poussé, convaincu dans ce choix qui était le tien, d'aller vers ce métier? Ouais, bah lui il était sûr que je ferais ça. Donc quand quelqu'un te le répète constamment et te dit non mais c'est sûr tu vas faire ça, t'es fait pour ça. Dans les réunions de famille, quand il dit poussez-vous, Kevin il va vous faire un spectacle. C'est vrai, il disait ça. Il y a un côté, ça t'encourage, ça te motive. Et puis il y a un côté, d'un coup, c'est comme un délire avec un pote, tu vois. C'est-à-dire que d'un coup, t'es plus tout seul dans ton délire, quoi, tu vois. Et ça m'a fait, ouais, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a aidé. Et puis je pense aussi que je l'ai un peu fait pour lui au final. C'est-à-dire que j'étais très très proche de mon grand-père maternel, on avait une relation très fusionnelle. Et il est parti assez jeune, en fait. Il est mort assez jeune. D'un cancer foudroyant. C'est-à-dire que ça a été très 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 vite. Genre j'ai appris qu'il avait le cancer, ça devait être au mois de septembre, il est mort au mois de janvier, quoi, tu vois, un truc extrêmement rapide. Et je pense que ça a été une motivation supplémentaire parce que quand il est décédé, j'avais genre 14 ans, tu vois. Donc j'avais absolument rien fait dans ce métier, mais ça m'a donné une espèce de regain de truc de vas-y, il faut que je le fasse pour nous deux, tu vois, t'y croyais aussi, donc c'est cool. Donc c'est aussi pour ça que ouais, je pense que ça m'a donné une vraie motive en plus, ouais. Mais tu penses toujours à lui dans tes choix aujourd'hui, quand tu choisis un... Il t'accompagne? Non, pas tout le temps, non. Donc c'est vraiment la figure, en fait, familiale qui t'accompagne quelque part dans ton parcours, qui est un peu symbolique, quoi. Ouais. C'est un petit peu ton grand-père. Moi, je suis très, très famille en règle générale. Je suis très, très proche de mes deux grands-mères. Je suis très proche de mes cousins, de mes cousines, de mes frères. Je travaille avec ma mère. Tu travailles avec ta maman? Ok. Ouais. Je travaille avec ma mère, je travaille aussi un petit peu avec mon père. Enfin, c'est très, très, très familial tout ça, quoi. Et ça se passe bien parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de travailler avec les parents, pour le coup, de séparer justement vie pro et la vie familiale. Ouais, mais moi, ça me va très bien comme ça. Ouais. Ouais, moi, j'aime ça. Et vous allez quoi? Quand même, vous pouvez vous dire que ça va au conflit, ou au contraire, c'est plutôt apaisé et chacun sait bien ce qu'il a à faire et on sépare bien? Parce que parfois, je me suis toujours dit, je trouve que c'est... En fait, je trouve ça génial, moi, de travailler en famille, mais je me dis, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, en vrai. Bah, ça dépend si c'est bien structuré, organisé, si les choses, elles sont carrées. Et puis, moi, je suis pas trop d'un tempérament à monter dans les tours, tu vois, et à péter des câbles. Ça m'arrive, mais très rarement, et souvent pour des raisons un peu nazes, tu vois. Genre, je peux plus péter un câble parce que je retrouve plus, genre, la paire de chaussettes que j'aime bien, tu vois, que pour un vrai truc sérieux. S'il y a un vrai truc sérieux, un vrai problème compliqué et tout, je suis plus du genre à me poser, à réfléchir, à discuter calmement. Si j'ai vraiment quelque chose qui m'a déplu chez quelqu'un, je suis pas trop du genre à lui rentrer dedans, plus en mode on va discuter, on va s'en parler. À t'être reposé. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu es toujours plus incisif quand tu es calme, quoi, tu vois. Je crois pas que tu écoutes quelqu'un qui... Je crois pas que tu vois, l'être humain est fait pour écouter ça. Je pense que... Moi, je crois que même quelqu'un qui t'a beaucoup déçu... ou qui a fait quelque chose qui t'a déplu, si tu lui dis tu m'as beaucoup déçu, ça m'a déplu d'une manière très calme, je pense que ça le touche et ça l'impacte beaucoup plus fort que quelqu'un qui dit mais t'es déçu. Après, la colère, ça peut être un réflexe, tu vois. Quand on est vraiment déçu ou trahi par quelqu'un, le pétage de plomb, c'est peut-être la première émotion, en première intention avant de redescendre. Et on se dit, bon, quelquefois, ça fait du bien de la libérer, quoi. Bien sûr, mais
je crois pas que le pétage de plomb est mené à quoi que ce soit tu vois, dans l'histoire de l'humanité. Et en tout cas, dans votre famille, c'est calme. Et c'est une volonté d'emmener avec toi dans Ouais, ton bien sûr. univers, de partager ça Bien avec sûr. eux. C'est le Bien sûr. positif de ton aventure, c'est ça? C'est pour ça que tu bosses avec eux? Ouais, et puis c'est aussi une forme de confiance. Tu feras Ouais, jamais c'est vrai. plus confiance aux gens avec qui tu vois, Bien vu. tu partages Pour toute ta tes vie, quoi. intérêts, Ah, c'est sûr bah que ouais, c'est tes parents. ouais. A priori, c'est Pour le coup, tranquille. ma mère, c'est elle qui gère un peu l'intégralité de mes business et tout ça, et elle le fait non seulement extrêmement bien, mais en plus de ça, je sais que je peux dormir tranquille. Ouais. Et c'est pas facile de trouver des gens de confiance dans ce métier. T'as Vraiment souvent pas. été déçu, toi? Trahi, déçu? On t'a souvent fait des sales coups? Non, ça va, franchement, on m'en a fait, mais moi je suis plutôt bien loti, franchement. Ça va. Sur ton hyperactivité, on dit souvent qu'en France, on n'aime pas trop le mélange des cases. On dit, ouais, on est bon dans un truc. Et vrai. toi, t'en fais plein. T'es d'accord avec ce truc-là ou au contraire, t'es en révolte par rapport à ça? Tu dis, bah non, moi, je suis le parfait exemple. Je fais plein de trucs. Et par chance, alors oui, on l'a dit, ça fonctionne moins bien. Mais je suis à l'aise avec ça. Alors qu'en France, c'est pas très... Aux États-Unis, tu sais, c'est parfaitement admis, quoi. On fait plein de trucs et c'est cool. En France, on aime bien mettre l'étiquette. Toi, t'es bon là-dedans. Toi, tu vois, t'es d'accord avec ça ou ça te saoule d'entendre ça? Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord qu'en France, on adore étiqueter un petit peu les gens, on adore, peut-être pas qu'en France d'ailleurs, on adore en tout cas mettre les gens dans les cases, et je crois pas que ce soit de la méchanceté, je crois que c'est plus une manière pour le cerveau humain de ranger un petit peu les gens. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont exposés entre la télé, les réseaux, les podcasts, la radio, Internet, YouTube, enfin, il y a tellement de gens que je pense que le cerveau a une manière assez simple de ranger les choses, tu vois. Lui, c'est l'humoriste, lui, c'est l'acteur, lui, c'est le magicien, lui, c'est le clown. Je pense que tu vois, il y a un truc très humain, très naturel. Et je suis pas en révolte contre ça, non. Juste, je m'en fous, en fait. C'est pas Ouais, mais mon- comment alors t'arrives à dire, bah moi je suis très bon là-dedans? On s'en fout, t'as pas une étiquette que tu veux mettre en avant plus qu'une autre? Non. Non, mais vraiment, quand je dis je m'en fous, c'est pas un je m'en fous. De façade, Non, c'est non, ça? ouais, genre politiquement correct. Non, je m'en fous vraiment dans le sens. Je j'ai pas la prétention de changer ces choses-là. Je pense qu'avant moi, on étiquetait déjà les gens. Et je pense que bien après moi, on étiquetera toujours les gens. C'est comme ça. Et encore une fois, je crois pas qu'il y ait de la méchanceté là-dedans. Je crois que c'est une manière pour le cerveau humain de ranger les gens qu'on aime bien, ou les gens qu'on n'aime pas, ou les gens qu'on reconnaît, tu vois. Donc j'ai vraiment pas la prétention de changer ça. Et du coup, je fais avec. Et ça me va très bien, tu vois. Et t'avances et Ouais, tu fais tes projets. il y a c'est des ce gens, que tu parfois, disais. je vois des gens qui me disent ah là, je vous adore au cinéma, tu vois, mais je sais pas ce que vous faites sur scène. Ou alors, ah, j'aime pas trop ce que vous faites au cinéma, par contre, j'adore ce que vous faites sur scène. Tout ça, ça t'appartient à toi, quoi, tu vois. Et est-ce me que regarde pas de ouf. tu sais, j'en parlais avec Nino qui était dans ce fauteuil avant toi, qui me disait, il y a un peu pareil, on classe les gens avec populaire et élitiste. T'aimes ce truc-là, toi, du métier? Quand on est humoriste, on est soit un humoriste populaire, proche du public, qui fait de l'impro, qui fait marrer. Et puis, il y a un autre genre d'humour, un peu plus élitiste. Alors, il me disait, où on se met dans des bars et on écrit, on fait des blagues intelligentes, tout ça. Tu le sens, toi, ce clivage ou pas? Ou t'en es encore aussi très éloigné? Je m'en fous aussi, ouais. Non, Mais c'est t'es pas où, ça. toi? Parce que moi, j'ai souvent entendu qu'Kev Adams, c'est populaire. Est-ce que c'est vulgaire d'être populaire aujourd'hui en France quand on est humoriste? Pour certains, dans la vision de certains, ça le sera. Dans la vision d'autres, ce sera formidable. Oui, mais pour toi? Ah, pour moi, non, pas du tout. Pour moi, j'adore. Bah, ce qui est populaire, par essence, ça veut dire quelque chose qui est vu de tous, qui est connu de tous. C'est ça, la culture populaire est un truc qui est large, qui touche toutes les tranches d'âge, qui touche tous les endroits géographiquement, qui touche... Donc non, moi, le populaire, pour moi, est un mot de célébration. Je suis très fier d'être considéré comme populaire. Mais bien sûr qu'il y a un milieu un peu élitiste et un milieu un peu populaire, que ce soit dans l'humour ou dans le cinéma, d'ailleurs. Bien sûr qu'il y a... tu vois, il n'y a pas les mêmes... comment expliquer? On ne juge pas les trucs de la même manière, c'est vrai. Et c'est quoi la différence alors? Bah, un film qui est dit d'auteur, par exemple, on va moins faire attention à ses entrées qu'un film qui est dit populaire. Une comédie populaire, en France, tu es un peu condamné au succès, tu as intérêt à ce que ça fonctionne, parce que c'est historiquement en France, les films qui ont fait le plus d'entrées sont des comédies populaires. À 80%. Quoi. Et donc forcément, on attend il y a beaucoup d'attentes autour de ces comédies-là. Et en même temps, la typologie de film sur laquelle on adore chier en France, c'est les comédies populaires. Mais oui, Donc mais pourquoi? C'est ça. Et Ah je bah me ça, dis, je sais qu'est-ce pas, que tu moi, fais par rapport aux critiques de tout ça? C'est un peu injuste, quoi. Parce qu'au final, on fait pour le public, et si le public aime, c'est génial, il en faut pour tout le monde. Je sais pas si c'est injuste. Franchement, c'est encore une fois pas trop à moi d'en juger. C'est marrant parce que tu me poses des questions que vraiment je me posais il y a quelques années. Il y a 4, Vivement 5 que j'ai ans. 33 ans alors. Non mais tu vois, il y a 4-5 ans, je me disais... Donc t'étais dans ces questions. Tu te disais, si je veux faire un autre type de cinéma, est-ce que moi, Kev Adams, je peux y aller dans l'élitiste?
Ouais, non, mais c'est même pas ça. Je me disais, parce que pour moi, il n'y a pas de typologie de cinéma. Pour moi, ça, c'est dans la tête des gens. Pour moi, un acteur, il est capable de tout. La preuve, un mec comme Jean Dujardin, pour moi, c'est la preuve ultime. Tu vois, c'est un mec qui fait de la télé, qui ensuite fait des sketchs dans des bars, qui ensuite fait de l'ultra comédie populaire, mais vraiment. Brice de Nice, pour moi, c'est de l'ultra comédie populaire. Un personnage caricatural, tu vois. Et derrière, c'est un mec qui gagne un Oscar et qui fait des films beaucoup plus élitistes, beaucoup plus auteurs, avec des réalisateurs très pointus. Donc, la preuve en est qu'on peut tout faire. Omar Sy aussi est une preuve formidable de ça, tu vois. C'est un mec qui vient de films populaires, profondément populaires, et qui petit à petit développe sa carrière vers autre chose. Donc moi je crois que le cinéma, il y a moins de cases que ce qu'on aimerait nous faire croire. En revanche, ça arrange bien toute une partie de ce cinéma-là que de dire, bah, nous on n'est pas soumis aux entrées comme vous. Nous on n'a pas le même rapport au succès. Ça effectivement il y a une forme d'injustice. Et donc, il y a encore quelques années, je trouvais ça profondément injuste. Tu vois, je me disais, moi, je voyais des films à moi où on écrivait échec pour Kev Adams, 400 000 entrées. C'est des articles qui ont existé, hein, vraiment. Et à côté, tu vois, sublime succès pour le film, je sais pas quoi, 150 000 entrées. Et tu compares les budgets. Nous, le nôtre, on l'a fait avec 5 millions d'euros et eux, ils l'ont fait avec 3,5 millions. Alors oui, il y a 1,5 million de moins, c'est vrai. Mais on est dans la même gamme de films, si tu préfères, tu vois. Et tu avais l'impression qu'on t'attendait, toi, au tournant, plus spécifiquement? C'était plus facile de taper sur Kev Adams? C'est encore plus facile de taper sur Kev Adams aujourd'hui? Je pense, ouais. Je pense que c'est pas prendre trop de risques, en tout cas. Mais pourquoi? T'as la réponse ou pas? Parce que c'est quelqu'un... pas parler de moi à la troisième personne, parce que ça commence vraiment à être bizarre, non, mais parce que je suis là depuis très longtemps dans l'inconscient collectif, je suis arrivé très très jeune, les gens ont un peu l'impression d'avoir grandi avec moi, il y a un côté... il y a un mec un jour qui m'a écrit sur les réseaux, et j'ai trouvé ça assez génial. Il m'a dit, mec, ça fait 10 ans que je te connais, que je te suis, que je te vois à la télé, sur Internet, dans les films. J'ai grandi littéralement avec toi, j'ai un peu l'impression que tu es mon grand frère de loin. Et comme un grand frère que je verrai peu, je t'aime autant que je te déteste. Ouais. Ouais. Et le message m'a marqué, quoi, tu vois. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, waouh, quel bon résumé de ce que beaucoup de gens peuvent avoir comme perception de moi, quoi, tu vois. Quelqu'un avec qui tu aurais grandi, mais en même temps avec qui tu n'as pas noué une vraie relation comme t'aimerais, ou quelqu'un que tu as vu grandir de loin, mais avec qui tu as pris des chemins un peu différents. Et donc, il y a un côté... tu sais, beaucoup d'amour, tu sais, le pote quand il y a une histoire. Mais ouais, ton pote quand t'étais petit, tu l'aimeras toute ta vie, tu vois, le mec que t'aimais quand t'étais petit. T'es habitué à lui. Ouais, t'es habitué à lui. Et en même temps, t'as moins de mal d'en dire du mal, tu vois, c'est cool. Pas grave, tu vois. Il a une image cool en plus, on c'est dit comme que, si, voilà. c'est comme, mais au fond, je l'aime. Comme je l'aime bien, au fond, je peux lui charcler la gueule, ça va, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et puis les réseaux sont aussi un effet de masse. Ah bah forcément. ça, les réseaux, ça c'est terrible. Je sais pas comment tu vis d'ailleurs toutes les critiques. Est-ce que ça aussi, t'as fait le tri ou pas? De mieux en mieux, c'est ouf. Hein, ouais. Il n'y a plus rien là aujourd'hui que tu peux voir. Bien sûr, il y a plein, mais parce que les attaques, quoi, c'est les attaques sur ton métier, les attaques physiques, les attaques. On sait que les réseaux sociaux. Il y a des attaques sur tout, mais c'est terrible. J'en parle avec le sourire, je devrais pas, mais c'est en fait plus ça avance et plus je trouve ça. Ça n'a pas réellement de tout ça c'est du fugazi, quoi, tu vois. C'est ça qu'il dit. Il dit ça à un moment donné dans le Loup de Wall Street, qui est pour moi le plus grand film de l'histoire. Ils disent fugazi, fugaza, c'est du rien, tu vois. Et en fait c'est du rien, vraiment, profondément du rien. Tu vas t'attarder sur 100 000, 10 000 mauvais commentaires. C'est ces mêmes 10 000 là qui seront les premiers à te porter, tu vois. Ouais, tu l'as dit d'ailleurs en interview que les gens que tu vois écrire ou quoi, enfin, t'as jamais eu de remarques négatives en croisant quelqu'un dans la rue. Ouais, c'est vrai. Et tu dis forcément, il y a des gens qui ont dû écrire des sales trucs sur moi et qu'un jour j'ai croisé à la boulangerie, ils sont tous là à me dire à quel point je suis formidable. Ouais. Donc cette dissociation de personnes. Et pourtant, les réseaux sociaux, je parle pas des commentaires, mais aujourd'hui, les plateformes, Internet est devenu un média à part entière et ça compte. Et tu vois, j'avais vu ton petit message que tu avais mis sur les réseaux sociaux en parlant des podcasts, des youtubeurs, des youtubeuses où tu n'étais pas forcément le bienvenu. Et c'est pour ça que je te posais la question sur Kev Adams, la visibilité. Enfin, pourquoi? Tu vois, tu disais pourquoi je ne suis pas invitée dans ces shows, pourquoi on ne veut pas de moi. Enfin, tu vois, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Par exemple, ça, c'est faux. Mais c'est toi qui l'as dit, ça. Non, ça, c'est un mauvais montage de ce que les gens font, parce que malheureusement, on n'a pas que de la bienveillance sur Internet. Et donc ça, c'est un montage arrangé pour me faire dire ce qu'on a envie de me faire dire. Là, attends, moi je parle d'un exemple précis où tu veux être invité. Toi, tu parles de l'exemple où je dis, par exemple, ce youtubeur-là ne m'invite pas, ou ce voilà. youtubeur-là... Oui. C'est absolument pas ce que... C'est pas le sens de l'interview du tout.
Le sens de l'interview, c'est une interview avec Mathieu Stéphanie qui s'appelle Do It Yourself, je crois. C'est un podcast formidable d'ailleurs. Et on fait le podcast. Et la question de Mathieu Stéphanie, c'est comment tu expliques qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de ton âge qui cartonnent sur YouTube, il y a des jeunes de ton âge comme toi qui font du cinéma, de la télé, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mur entre les deux. Comme s'il y avait cette convergence des médias, il y avait beaucoup de mal à le faire. Ce qui est vrai, la plupart du temps, quand on voit des chanteurs ou des acteurs, c'est chez Squeezie dans un format très précis, mais le reste du temps, les youtubeurs restent avec les youtubeurs et les gens de la télé restent avec la télé, les musiciens, alors que c'est vrai que c'est quand même une nouvelle génération qui vit au même rythme, celui des réseaux sociaux, etc. Et donc je répondais à ça dans cette interview, je disais, parce qu'on n'a pas le réflexe de le faire, tu vois. Et c'est vrai que moi-même, parfois je fais un film et qu'on nous dit, il y a un petit rôle et tout, on avait pensé à lui ou à elle, et que j'entends des producteurs dire, les youtubeurs pour le cinéma, tu vois, et que je ne réagis pas spécialement à ça. De la même manière que je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas invité là-bas ou là-bas, alors que je devrais l'être, tu vois, parce qu'on est tous dans la même vibe. Sauf que, évidemment, si tu prends cette interview et que tu dis juste le moment, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas invité là-bas, alors qu'on est tous du même streak et de la même style, tu passes pour un bébé pleurnicheur qui se plaint de ne pas être invité quelque part. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais c'est intéressant que tu parles de cet extrait, parce que ça en dit long sur l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, ne serait-ce que faire une interview comme on est en train de la faire là, c'est prendre un risque. Aujourd'hui, tu ne veux pas prendre de risques et tu veux protéger ton image au maximum, il ne faut rien faire. Il ne faut ni dire des choses, ni s'exposer, il faut juste proposer tes projets artistiques. J'ai un film qui sort, mate-le. Ça te plaît pas, c'est ton avis à toi, ça me regarde plus. Sauf que je pense de mon avis, et ça reste mon métier, donc évidemment pour moi c'est important, mais c'est super de pouvoir découvrir quelqu'un. Et on n'est pas forcément des médias où tout est transformé, où tout est monté, et où on peut te faire dire des propos qui ne sont pas les tiens. Mais c'est pas Do It Yourself par exemple qui a fait le découpage. Alors c'est quoi plus globalement ? Tu dis, il ne faut pas s'exposer, il ne faut pas parler de soi. C'est les gens d'Internet qui ont fait ça. Ouais. Mathieu Stéphanie, lui, le premier, et ses équipes étaient effarés de voir ça. Vraiment. Quand ils ont vu ce truc tourner et s'envoler en mode Kev Adams se plaint de ne pas être invité par des youtubeurs, eux-mêmes ont dit mais on est désolé, c'est pas du tout comme ça qu'on imaginait le truc. Mais la vérité vraie, c'est que même toi, t'es pas à l'abri. Je te dis une connerie, je vais te dire. Il va me créer un truc. Non là, mais tu vois, t'adores recevoir les artistes. Étrangement, tu reçois jamais de youtubeurs. Pour quelle raison, tu vois t'as quelque chose contre les youtubeurs. Clac, on coupe cet extrait-là. Okay, et on dit étrangement, tu ne reçois jamais de youtubeurs, tu as quelque chose contre les youtubeurs, et on prend un plan de toi là qui fait juste comme ça. Non mais je te parle sérieusement. Du coup, j'ai pas de problème avec les youtubeurs, je le dis, au contraire, ils sont les bienvenus. Voilà, non mais tu vois, et en 15 secondes, il y a un edit de toi qui va faire le tour d'internet, tu n'y es pour rien, je n'y suis pour rien, elles n'y sont pour rien, mais tu vas devenir le lendemain la personne qui a quelque chose contre les youtubeurs. Mais toi, t'as pas voulu répondre là, t'as accepté. Parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi ils disent ça ? J'ai trouvé ça étrange. Je me dis, c'est bizarre d'aller dire je suis pas invité ou je suis pas invité. Je me suis même demandé, tiens, un jour, quand ils vont t'inviter, parce qu'un jour, ils t'inviteront forcément, qu'est-ce que tu feras ? T'iras ou t'iras pas ? Tu vois, on se posait cette question avec mes équipes. Je disais, qu'est-ce qu'il va faire en retour ? Le pire, c'est que c'est faux. Le pire, c'est que c'est faux. Donc, t'es invité sur toutes les plus grandes émissions de podcast ou plateformes de YouTube, avec les plus grands youtubeurs. Mais on s'en fout des plus grandes. J'ai fait des vidéos avec Le Bouzeux, avec Pierre Cross, avec Morgan VS, avec Michou, avec, je sais pas, je pourrais t'en citer encore plein. Michou qui est quand même, je pense, un des plus gros en ce moment en France. On a fait 3 vidéos ensemble, ça s'est super bien passé. Donc je le suis en plus, tu vois. Je viens très récemment de faire une vidéo avec Thomas Dezer, qui pour le coup est un mec plutôt très respecté du YouTube game et tout ça. Donc en plus, c'est faux, tu vois, de dire je suis pas invité par YouTube. Et t'es sur YouTube toi-même, t'as ta chaîne YouTube, tu fais beaucoup de contenu. Moi, j'ai regardé tout ce que tu faisais. En plus, oui, le virage YouTube, tu l'as. Donc c'est pour ça que en tout cas, je sais pas si je l'ai, mais c'est ma cour de récré, quoi. Tu t'éclates. Ouais, c'est une éclatade. Et puis quel bonheur de faire un truc avec absolument aucune pression de réussite ou d'échec, tu vois. Je m'en fous complètement. Mais là aussi, il y a un retour quand même des gens. Tu le regardes ou tu le regardes pas ? Parce que là aussi, tu peux te faire massacrer, en fait, comme partout, comme tu dis, dès que tu fais quelque chose. J'adore lire les commentaires et tout, mais il n'y a pas cette pression de résultat. C'est une toute petite chaîne YouTube, tu vois, je fais les trucs avec les moyens du bord, les vidéos qu'on fait coûtent vraiment pas beaucoup d'argent, et donc et on fait des petites vues, et c'est très cool, tu vois, il y a un côté cours de récré, quoi. C'est le moment où je souffle et je vais faire le con avec mes potes, quoi. Ah, où et t'es j'adore vraiment ça. toi. Ouais, j'adore ça. Donc voilà, non mais en tout cas juste pour clôturer sur ce qu'on disait avant, aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait besoin d'être invité par un tel ou un tel pour se sentir bien. Je crois pas qu'il y ait besoin d'être accepté par les élitistes ou par le populaire pour se sentir bien. Je crois qu'encore une fois, tout bouge, tout tourne et tout change tout le temps. Mais encore une fois, ça, je le crois depuis pas longtemps. Je crois que la seule bonne manière d'agir, c'est d'être tout le temps toi.
Parce que le toi-même de toi-même, à un moment donné, il sera à la mode, puis il ne le sera plus. Ouais. Puis il le re-sera, puis il ne le re-sera plus. C'est comme ça. Sauf que quand tu es pleinement toi-même, quand tu te fais attaquer, tu te le prends aussi quand même en plein. Parce que là, du coup, tu n'as plus de masque, tu n'as pas de carapace. Tu es tellement toi que du coup, ça peut être quand même un peu. Ouais, tu vois c'est le jeu. Ouais. Tu as le droit aussi de faire un métier qui n'est pas exposé, où personne t'emmerde, et où, tu vois. Ouais. Le succès, d'ailleurs, c'est quoi ton rapport au succès pour toi? Ça remplit, ça creuse, c'est dur à vivre le succès ou pas? Non. C'est quoi ton rapport au succès? Ben, je sais pas, je me suis dit, je lui demanderais parce que Non, comme il le connaît, comment il le ressent? ressent? Je crois pas que ça creuse, je crois pas que ça fasse du mal, je crois pas que ça... C'est que des avantages, c'est qu'une bénédiction, c'est que super, et c'est qu'un truc qu'il faut célébrer. Moi, ça m'est arrivé d'entendre des collègues dans ce métier dire ah, putain, c'est relou, les gens, les photos. Oui, j'allais dire, oui, on entend souvent la question de la vie privée ou de protéger, ouais, tout simplement sa vie, quoi, son espace privé. Bah, il faut pas faire ce métier. Tu peux faire un métier en fait, passion pour moi, en étant exposé et en voulant triant quand même. C'est vrai, mais dans ce cas-là, tu as des moyens de le faire. Tu as des manières de le faire. Toi, tu y arrives bien. Bah, très bien. C'est quoi les moyens de le faire? Ça veut dire quoi? Bah déjà, c'est si tu fais un métier où tu es content de passer à la télé, sur Internet et d'être extrêmement exposé partout, bah, quand tu croises des gens dans la rue, a priori, oui, il y a moyen y a une chance qu'ils te reconnaissent et qu'ils soient un peu familiers avec toi, tu vois. Et c'est cool. Enfin, si tu trouves pas ça cool, pardon, mais ça fait partie intégrante de ce métier, quoi. Oui, mais comment tu protèges le reste? Quand tu dis on a les moyens, protéger ta vie privée ou protéger ta vie de famille, comment tu fais pour que le public ne se l'empare pas? Je crois pas que les gens viennent chez toi, a priori, quand même, ça va? Non, mais dans la rue, dans les bars, dans les restaurants, dans, je sais pas. Ouais, non, bon. T'en fous? En fait, on adore dramatiser ça en France. Je te jure, on adore dramatiser ça, alors qu'on est dans un pays où, franchement, c'est ultra cool. On adore, les artistes adorent cette espèce de côté. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Les gens qui sont pas artistes adore encore plus exagérer ce truc-là, tu vois. Genre, ah, c'est bon, arrêtez de l'emmerder. Tu m'emmerdes pas, gars. Moi, si je fais ce métier, c'est parce que j'ai envie de rencontrer des gars comme toi, tu vois. Et franchement, 9 sur 10, ils sont extrêmement respectueux, ils comprennent. Alors évidemment, parfois, t'es en train de manger au restaurant, t'es comme ça, et t'as le mec qui t'attrape le bras là. Oui, effectivement, parfois, il y a des trucs un peu poussifs. Mais tu lui expliques, tu le dis gentiment, tu vois. Je suis désolé, je suis en train de manger et tout. On fait une petite photo après. Et les gens, ils comprennent. Moi, plus je vieillis, plus ça me rend ouf de voir des gens se plaindre de ça. Ou d'entendre des artistes qui disent « Ouais, tu sais, en ce moment, il fait gaffe et tout avec les photos. » Mais va te faire enculer. Sérieusement, attends, ça va. Tu sauves pas des vies, à ce que je sache. Hein. Tu fais des blagues à la télé ou au cinéma, tu vois. Tout va bien. Oui, tu vas faire 3 photos avec des gars, quoi. C'est pas la fin du monde, tu vois. Moi, j'ai plus peur de l'inverse, franchement. Moi, le jour où je vais dans un endroit où il y a beaucoup de monde et où personne vient me dire « Putain, t'es le gars et tout du ciné, putain, c'est marrant, j'ai vu ton film et tout. » Ouais, je pense que je vais me prendre un coup d'angoisse, quoi, tu vois. Franchement, ça me fait du bien d'exister un peu comme ça aussi. Donc en fait, on parlait tout à l'heure d'invisible à l'école. Si demain tu redeviens invisible dans ta vie, à l'âge que tu as aujourd'hui, ça serait vraiment dur à vivre pour toi, en tout cas, sans de le décider, retourner à l'anonymat. Ouais, sans le décider, parce que parfois je le décide. Ça m'arrive parfois de dire, je pars 3 mois à l'étranger. Je sais que 3 mois à l'étranger, tu vois, on va croiser quelques Français, mais globalement, personne ne va me parler. Ou personne. Et ben, il n'y a pas de galère, tu vois. Je me le fais, c'est cool, je le décide. Et après, quand je rentre, je suis trop content. Trop content. Parfois, ça m'arrive de passer quelques mois aux États-Unis. Quand je reviens à la douane, le douanier, il me voit, tu vois, il prend mon passeport, il fait « Oh, on se connaît, nous, non ?» Et je te jure, je joue le truc à fond. Je suis en mode « Bah, je crois bien, ouais, tu vois, on se connaît. » T'es content. Mais bien sûr que je suis content. Ouais, t'aimes ça, en fait. Ouais. T'aimes les gens, t'aimes le fait que ton tu veux pas travail faire ce métier en n'aimant pas un minimum les gens, en n'ayant pas un peu soif et un peu de curiosité de l'autre. Et je te dis, moi, des fois, j'ai la chance quand même d'être invité à pas mal d'événements. Des fois, je vois des gens arriver. Mais vraiment, j'ai envie de dire, les gars, j'étais pas au courant que vous aviez sauvé 50 enfants du cancer cette semaine. Mais tu leur dis ou tu leur dis pas la vérité? Ah ouais, je leur dis. Ouais. Non. Ouais, je leur dis. Ouais. T'as déjà dit quoi, par exemple? Cette vanne-là, je l'ai déjà fait à quelqu'un très récemment. Ouais. Festival de Cannes, j'ai rencontré un gars que je citerai pas, un gars que tout le monde connaît, tu vois, comédien. Bonjour. Il me dit, ouais, ça va, excuse-moi, j'essaie de rester un peu caché parce que, tu sais, à Cannes, les gens, ils sont un peu... Je lui dis, je suis désolé, je savais pas que tu sauvais des vies. Moi, j'ai oublié, tu vois. Il m'a dit, pardon? J'ai dit, je suis désolé, je savais pas que tu sauvais des vies. Tu vois. Il m'a dit, quel rapport? Elle est à côté, ta blague. Je dis, non, c'est pas une blague, c'est juste, tu te prends pour qui, en fait? Tu te prends pour qui? Tu fais le taf le plus cool du monde. Tu sais, c'est quoi notre taf à nous? Notre taf, c'est d'arriver sur un plateau, il y a des gars qui viennent, tu veux un café? Tu connais beaucoup de travail où les gens, ils arrivent, on leur dit, tu veux un café, Marc? On t'amène un café? Autre chose?
Non, mais ça n'existe pas, putain. Mais t'as pas peur de les braquer quand tu leur dis ça? Mais Tu te dis pas un jour je vais tourner avec lui ou je sais pas qui c'est, mais je vais le recroiser ou c'est quand même un petit milieu, le milieu de la comédie ou du cinéma. Je m'en fous complet. Je m'en fous. Tu t'en fous de ce qu'on peut dire sur toi aujourd'hui? Dans le métier? Oui. Je m'en fous. Qu'on te critique, je sais pas, Mais c'est déjà qu'on se moque de toi. Mais c'est déjà le cas. Par les gens du métier? Mais plein, bien sûr, les gens de ce métier adorent faire grand copain et te critiquer dans ton dos. C'est le principe même de ce métier. Les gens adorent être tes meilleurs amis en face, mais dans la vie privée, il y en a très peu des amis de ce métier. Très, très peu. Moi, les amis qui font ce métier, genre, je les compte sur les doigts d'une seule main, franchement. Le reste, c'est pas des amis, c'est des connaissances, des gens qu'on côtoie, tu vois. Mais je serais pas étonné de savoir qui crache sur moi dans mon dos. Et tant mieux. Tant mieux, Ouais, tu vas loin quand même. Tant mieux parce que s'ils prennent le temps de parler de toi, si tu es suffisamment important pour que ça prenne une partie de leur discussion, c'est que tu fais bien ton taf. En fait, j'ai été longtemps le gars qui est censé disparaître. C'est-à-dire toute mon enfance, toute ma vie, j'ai commencé à faire ce métier, j'avais 18 piges. J'ai joué pour la première fois de ma vie à l'Olympia, j'avais 20 ans. Il y avait un producteur très célèbre qui m'a dit, je crois qu'on n'avait jamais vu d'humoriste faire l'Olympia si jeune, à 20 ans. A priori, ça va être un gros truc. Non, ça va s'arrêter très vite. Genre le boys band de l'humour, quoi, tu vois, ça va. C'était un To Be Free, quoi. C'était le quatrième éphémère. To Be Free, ouais. Okay. Et ça va s'éteindre très vite. Et il se trouve que j'ai lutté et j'ai vécu et j'ai grandi et j'ai exercé ce métier avec cette espèce d'épée Damoclès au-dessus de la tête longtemps. Enfin, pendant longtemps, je me disais, c'est des gens du métier, ils s'y connaissent forcément mieux que moi. Donc s'ils pensent que ce truc-là va pas durer longtemps, alors ça va pas durer longtemps. Et puis, année après année, je continuais à faire mes spectacles. Il y avait toujours du monde dans les salles, à faire des films. Il y avait toujours du monde dans les salles. Année après année, j'ai compris que j'avais besoin de personne. C'est-à-dire que avec mes équipes, avec les gens que j'aime, avec les gens avec qui j'aime, je prends du plaisir à travailler. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des films dans lesquels je suis, la plupart des projets dans lesquels je suis sont des choses qu'on initie, qu'on travaille, qu'on développe, qu'on écrit en interne avec mes équipes. Donc, il y a un truc très autonome, en fait. Donc moi, tu vois, tu me disais il y a 2 secondes, t'as pas peur de dire ça à un acteur peut-être avec qui tu feras un film un jour? Ouais, mais si le film il est ultra qualitatif, tu penses que le mec il va pas y aller parce qu'il va dire un jour lui au Festival de Cannes il m'a dit que j'avais pas sauvé des gamins. Si le rôle il tue, il va aller faire le rôle qui tue. Il s'en fout complètement que ce soit moi, pas moi, ou ce que je lui ai dit il y a 2 ans, il aurait 5 peut-être ans. oublié. Mais complètement, tu vois. C'est un grand game de retournage de veste. Ouais, on a l'impression que ça peut être limite moi une j'ai pièce tout de vécu, théâtre. j'ai 33 piges, ça fait 15 ans que je suis dans ce métier, je te le dis, j'ai vécu tout. Les gens qui te détestent, qui finalement te tombent dans les bras, les gens qui te tombent dans les bras mais qui finalement sont les premiers derrière toi à dire des horreurs, tout ça, on fantasme un peu ce truc-là sur le showbiz, c'est vrai, c'est un vrai truc, tu vois. Chacun ne pense qu'à sa gueule et chacun fait pour sa gueule. Il n'y a personne qui est altruiste, il n'y a personne qui est dans un délire de se dire je vais peut-être faire ça parce que ça ferait plaisir à lui ou à un tel. Il y en a, c'était vrais potes, mais je te dis, ça se compte sur le doigt d'une main. Ouais, parce que souvent on voit des histoires d'amitié face caméra, Bien on sûr, voit de bien sûr. l'entraide, etc. Donc, ouais. Les gens font en général le truc qui va leur servir à eux principalement et profondément. C'est comme ça. Ça l'est, c'est le cas, et tant mieux, et c'est normal. Et c'est ce que tu fais toi aussi. C'est normal. Et c'est ce que je fais moi de plus en plus. Donc, J'ai c'est beaucoup important. rendu service. J'ai beaucoup été le copain sympa, tu vois. Et de moins en moins, je le fais. De moins en moins. Et pour la partie sincère, alors c'est quoi? C'est un entourage? T'as ton entourage qui n'a rien à voir avec le milieu du cinéma ou artistique? Ou est-ce que t'es vraiment toi? Ou t'es pas l'artiste? Tes amis font partie de ce milieu? Je parle pas de ta famille, on en a parlé tout à l'heure, mais tes amis, je sais pas, c'est tes copains d'enfance, c'est qui l'entourage de Kev Adams aujourd'hui? C'est mes potes. Sur lequel il compte. Tu peux appeler qui quand t'as pas le moral, quoi? Moi, j'ai Quand une tu bande dis de ça va potes, pas. J'ai une bande de potes qui est la même depuis le lycée. Il n'y en a aucun qui fait partie de ce métier. La plupart s'en tapent un peu de ce métier. Ils ont été un peu vaccinés de ça parce qu'ils m'ont vu et accompagné dans ce truc-là depuis que j'ai 18 ans. Eux, ils en avaient aussi 18. Aujourd'hui, j'en ai 33. Eux aussi, ils en ont 33. Donc, tu as compris, ça fait 15 ans qu'ils sont invités aux avant-premières, au Festival de Cannes, aux trucs, qui m'accompagnent dans ces trucs-là. Donc, autant te dire que vraiment, aujourd'hui, ça leur passe au-dessus, mais à un level que tu n'as même pas idée. Et du coup, eux sont les meilleurs conseils du monde. Et sont extrêmement cash, francs et ont aucune attache et aucun intérêt avec ce métier. C'est même un métier qui les intéresse pas des masses en fait. Tu vois, Donc c'est vraiment eux que tu peux appeler, à qui tu dis bon bah là. C'est même voilà. pas je les appelle, je suis avec eux tout le temps. Tu vois, c'est une cohabitation. Je souffre beaucoup en ce moment d'ailleurs parce qu'ils se marient tous les uns après les autres. Ah et alors? Et donc moi, pourquoi tu souffres? C'est-à-dire quoi? Tu te dis je suis le me dernier de la sens un peu bande? abandonné, oui forcément. Ah non, je pensais que tu parlais de toi et que tu disais quand est-ce que moi ça m'arrive? Non, c'est parce qu'ils sont tous occupés maintenant sur leur... Ils ont moins de temps libre pour qu'on fasse nos débriefs de potes et de... Ouais, ils ont un peu moins de temps libre, ouais, c'est sûr.
Mais c'est eux, c'est la base, la famille, les amis. Je te dis, moi, j'ai la chance d'avoir la même bande d'amis, de potes. On s'est rencontrés au collège et on est encore potes aujourd'hui, tu vois, avec la même proximité, voire plus. Donc, c'est un vrai kiff, tu vois, une bande de 10 bonhommes comme ça qui ont toujours vécu les moments de joie incroyables, les moments parfois aussi de tristesse incroyable. C'est ça que j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, tu as la maturité, tu as la sagesse, on sent qu'il y a du recul sur ce métier et tout, mais il y a forcément des moments où ça va moins bien, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Et tu dis, tu as besoin de ta base, quoi. Je me demandais, c'est qui sa base? Voilà. Donc, c'est tes potes. C'est ses potes, ouais. Et ben c'est important l'amitié. Qui sont avec moi tout le temps. Mais d'ailleurs, les gens qui me suivent depuis des années le savent. Il y a toujours les mêmes tronches autour de moi, c'est toujours les mêmes gars. Donc, tu es fidèle en amitié, ça, c'est une valeur importante pour toi. Et puis surtout pour moi, l'amitié, qu'est-ce qui fonde une amitié? Qu'est-ce qui fonde une relation en règle générale? C'est les souvenirs que tu vas construire avec l'autre. Tu vois, c'est ça qui va faire un truc génial. C'est tout ce que tu vas vivre comme souvenir, comme galère, comme moment de joie, comme moment de peine. C'est ça qui va construire une relation et qui va faire qu'elle est plus ou moins forte. Quand c'est tes potes depuis l'âge de 15 ans, donc bientôt 18 ans, oui, on t'imagine 18 ans de... Ah oui, de partage, de fou rire. Ouais, la solitude, toi, tu connais pas. T'es pas quelqu'un, t'aimes pas la solitude, t'es pas quelqu'un. La solitude, c'est vrai. Ouais. Juste quand je bosse, quand je lis des scripts et tout, j'ai besoin d'être seul au calme. Je m'embrouille parfois avec mes potes là-dessus, tu vois. Silence, putain, je bosse. Et ils me disent, on en a rien à foutre. Mais à part ça, j'aime pas. Puis je trouve que la vie est trop courte pour être seul, quoi, tu vois. Faut vivre des moments, faut partager des trucs, quoi. Ouais, je pense que tu fais un métier où c'est bien de profiter et de le partager. On arrive bientôt à la fin de notre interview, Kev. On a une petite séquence qui s'appelle Boum Boum ou pas Boum Boum. Okay. C'est j'aime ou j'aime pas. C'est genre avec qui tu veux coucher ou pas? Alors non, mais si tu veux me le dire, tu peux. T'as un nom? Devenir papa. Boum Boum ou pas Boum Boum? Ah si, carrément Boum Boum, ouais, carrément. Carrément, mais j'idéalise un peu le papa que j'aimerais être. Alors vas-y, raconte. Moi, j'ai vraiment l'image du papa poule qui est là, qui emmène ses enfants à l'école le matin, qui vient les chercher le soir, qui chaque week-end a prévu des activités de dingue pour eux. Tu vois à l'avant du scénic comme ça, avec les enfants à l'arrière, genre en mode papa, on va où? On va à Disney. Non, ouais, tu vois. J'ai un peu cette vision-là, un peu idéalisée. Et maintenant que je vois mes potes devenir papa, je vois que c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Mais carrément, j'espère l'être un jour. Et j'espère être un bon père surtout, c'est important. Mais il va falloir faire de la place, là, pour le coup, pour être papa. Tu seras prêt, tu penses, avec l'hyperactivité dont on parlait au début et cette question d'équilibre. Pour le coup, c'est quelque chose auquel tu réfléchis de te mettre peut-être un peu en retrait de ce métier pour pouvoir, je sais pas, rencontrer quelqu'un ou pas, ou du moins fonder la famille, quoi. Mais je crois que les choses se font naturellement. Je crois que c'est pas des questions qu'il faut se poser. Je pense que quand tu rencontres la bonne personne et que d'un coup, il y a un truc naturel qui se met en place et qui se fait, t'as pas besoin de tout programmer, de tout vouloir que ça se passe comme ça. La plupart du temps, les gens, quand ils disent avant mes 30 ans, je serais comme si, ou avant mes 35 ans, j'aurais fait ci, ça, tu te mets une pression pour rien, alors que ça se trouve, au fond, t'en as même pas vraiment envie de la moitié de cette liste, tu vois. Go with the flow, comme ils disent les Américains. J'aime bien cette expression, tu vois. Go with the flow, ça veut dire vraiment je go et le flow, quoi, tu vois. On verra comment ça va se faire, comment ça va sortir, comment ça va venir. Il faut faire confiance aussi un peu à la vie. Il faut provoquer les choses, c'est-à-dire, tu vois, faire des trucs, tu vois, provoquer des trucs, mais il faut pas prévoir. Parce que sinon, tu peux vite être déçu. Et parfois, c'est dommage, parce que t'es déçu d'un truc qui n'est pas arrivé, alors que ce truc-là, tu le voulais même pas vraiment. Ouais, mais enfin, c'est important de savoir au moins ce que toi tu veux au fond de toi. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Débarquer sur le tapis rouge à Cannes avec une calvitie pour une promo. Boum boum ou pas boum boum? C'est super boum boum. C'est super boum boum. Alors raconte-nous, qui a eu cette idée? C'est mon idée de base. C'est mon idée dont j'ai parlé assez vite à Michael Youn et ça lui a beaucoup plu. Et il m'a rejoint dans cette idée. Et ensuite, toutes les équipes du GC nous ont aidés à le mettre en place. Mais en gros, je cherchais une manière originale de faire la promotion. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on écoute vraiment les promos à la télé. Je pense qu'il y a tellement d'acteurs, d'actrices qui viennent toute l'année nous dire c'est un film formidable, ça sort mercredi. Je compte sur vous, vraiment, c'est un film... Et c'est peut-être de notre faute, on pose peut-être les questions qui font que les artistes nous répondent toujours la même chose aussi. Ouais, mais en même temps, peut-être les questions ne sont pas originales. Ouais, mais en même temps, forcément, en tant que journaliste, tu vas forcément dire alors racontez-moi, est-ce que votre film il est cool, de quoi ça parle, enfin tu vois. Et en fait, j'ai eu une espèce de bug où en fait, j'ai regardé l'émission C'est à vous plusieurs fois, tu vois, parce que j'aime bien cette émission. Et je regarde l'émission et je vois genre 2, 3, 4 équipes de films dire, mais vraiment au mot à mot la même chose. C'est un film formidable parce que c'est un film, je crois, qui réunit, puis en même temps, c'est un film qui... Vous savez, je crois que c'est un film qu'il faut voir en salle, parce qu'il y a de moins en moins de monde dans les salles et machin. Et j'écoute les discours et je me dis, mais le plus ils me disent, faut aller le voir, le moins j'ai envie d'aller le voir. C'est incroyable ce réflexe humain qu'on a, qui est de dire,
plus tu vas me dire allez le voir, plus je me dis mais j'en ai rien à foutre en fait de ton film. Et donc je me suis dit comment on pourrait parler d'un film dont le sujet est assez original puisque ça parle de la perte de cheveux. Il y a rarement eu des films sur ce sujet, sans que nous on se retrouve face cam à dire allez le voir. Alors évidemment qu'on va le faire à un moment donné, à quelques jours de la sortie du film, nous aussi on ira à C'est à vous et on dira allez voir notre film. Mais je me suis dit la première prise de parole c'est quand même important sur un film, la première fois que tu prends la parole dessus, comment on peut trouver un truc qui soit original. Et donc tout de suite on a eu l'idée du Festival de Cannes, parce que je dis à Mickaël c'est l'endroit le plus glamour du monde. Les gens veulent être beaux, bien habillés, ils veulent être... tu vois, avec la plus belle la bonne robe, personne le beau à leurs costume, bras, ouais. avec le beau mec à tes bras ou la jolie fille, hyper bien coiffée par Jacques Desange, avec la belle robe qui va bien, avec le make-up de chez L'Oréal. Tu vois, on veut être presque parfait comme on n'est jamais le reste de l'année au Festival de Cannes. Et donc je dis à Mickaël, viens, on y va fartasse, quoi. Viens, on y va en chauve. Il me dit genre chauve. Je dis non, genre chauve avec les veuges sur les côtés, tu vois. Il me dit ah ouais, putain, t'es sûr et tout, mais on va avoir une Parce gueule qu'il faut improbable. assumer cette tête. J'allais dire, après, t'as des photos, ça va ressortir. Tu vois, bien sûr. faut avoir de l'autodérision déjà. Ah bah à fond, mais en même temps, c'est ça qui est génial, tu vois. UGC, d'ailleurs, je me rappelle, au début, ils me disent, mais ça se trouve, ça va passer complètement inaperçu. Je leur dis, mais enfin, les amis, inaperçu les deux avec la coupe de Gérard Jugnot, vous croyez vraiment que ça va passer inaperçu? Non, mais on sait pas, faut voir et tout. Là. Et en fait, on a fait venir donc le prothésiste du film, qui nous a fait poser une espèce de faux crâne et qui a rajouté des cheveux pour faire cette coupe-là. Et ce qui était dingue, c'est dès la sortie de l'hôtel. J'ai senti que le truc prenait, quoi. Parce qu'en fait, on est sorti de l'hôtel, les gens ont commencé à prendre des photos, à être un peu hallucinés, à se marrer. Et je les entendais entre eux dire pourquoi. Mais c'est ce qu'on appelle un happening réussi. Exactement. Pour le coup. C'est aller Et en chercher les gens, poser des questions. c'est la seule question que tu te poses, c'est ça qui est génial. C'est quand tu vois ces deux cons là monter les marches avec cette coupe, la seule question que tu peux te poser, que ça te plaise pas, que ça te fasse rire ou non, la seule question que tu peux te poser, c'est pourquoi. Ouais, moi, je dis qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce quelle qu'ils raison font La tête qu'ils ont. Et le lendemain, on a envoyé le teaser du film et c'était la première fois qu'on parlait du film et ça a hyper bien réagi. Bon, super Donc c'est une rapide. promo détournée, quoi. Donc un gros boum boum. Boum boum ou pas boum boum, plaire à toutes les filles, côté séducteur. On aime ou on n'aime pas? Si, bien sûr que j'adore plaire, bien sûr. Comme beaucoup de monde, j'adore plaire, évidemment, ouais. Après, plaire à toutes les filles, on va dire que j'ai revu un peu ma vision de la séduction et des filles qui peuvent me plaire avec le temps, c'est pareil, tu vois. On va dire que quand j'avais 23, 24 ans, genre, tu vois, il y avait une espèce de truc de putain, il faut que je sois avec la plus belle fille, tu vois. Celle que mes potes trouvent trop belle, tu vois, celle qui attire les regards, tu vois. Ouais, ça te valorisait, toi. Quoi. Ouais, plus je vieillis, plus la discussion a une importance folle. Ah. Ouais. Heureusement, j'ai envie de te dire. Non, mais ça veut dire, Belle... quand je dis une importance folle, ça m'est arrivé de me retrouver, tu vois, avec des filles très, très, très jolies. Et au bout de genre 4 minutes de discussion, je la trouve, mais d'une laideur. Ouais. Pour moi, ça a un impact immédiat sur ton physique. C'est-à-dire, si tu es cool, sympa, ouvert d'esprit, intelligent, etc., pour moi, tu vois, c'est vraiment, tu gagnes, tu te transformes, quoi. Tu vois, tu deviens vraiment plus belle à mes yeux immédiatement. Si tu es un peu en mode, je sais que je suis belle, je m'en fous, faut me laisser tranquille, waouh, tu vois, j'ai plus la patience de ce truc-là. Très, très vite, je me lasse et très, très vite, je me dis, oh, c'est pas pour moi ça. Oh, c'est pas grave. Donc, discussion, complicité aussi, j'imagine. Ouais, aussi, puis la déconne, tu vois, les gens qui se prennent pas au sérieux. On manque de ça aujourd'hui. On est dans une époque où les réseaux sociaux ont amené ce truc-là, tout le monde se prend très au sérieux. Un peu de lourdeur, ouais. Non, mais tout le monde est très. Regarde les discussions, regarde la société dans laquelle on vit, regarde les discussions entre potes, regarde les rendez-vous business. Tout le monde est dans des trucs de. Alors, en ce moment, je travaille sur un gros délire. Hein. Les gens, ils ont oublié la légèreté de la vie, ils ont oublié d'être des enfants. Quoi, tu vois. Et moi, je cherche un peu ce délire. Ouais, la magie de la rencontre légèreté, aussi. Ouais. Ce délire de c'est bon, c'est cool, quoi, tu vois. Tranquille. On va kiffer. Ouais, tout va bien. Tout va bien, ouais. C'est comme les filles, il y a aussi des filles qui se braquent très vite. Tu sais. Genre, t'arrives, tu dis bonjour, non, je crois pas, non, pas bonjour, non. Un je date suis prise, tu vois. Bah non, pas un date. Non, mais genre dans un bar, tu m'as fait peur, parce que j'allais dire une fille en date qui te dit ça, c'est bizarre. Non, tu dis salut, non, genre pas salut. je suis une connerie, t'es dans un bar, tu rencontres une fille, salut, tu vas bien? Non, je vais pas bien, non. On te répond ça? Ouais, ça m'est arrivé, tu vois. Bah ok, bah, tu vas pas bien, désolé, tu vois, mais y a pas. Je pense qu'il faut aussi calmer un peu le délire. Ouais. Tu vois, je crois pas qu'un mec parle avec une fille forcément toujours pour la draguer, c'est pas vrai. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de parler avec des filles, et pas du tout dans une optique de séduction, mais genre zéro. Mais en optique de c'est bon, on est tous là en gaulerie, quoi. T'as l'air sympa, je suis avec des potes, on est sympa, tout le monde est sympa, c'est cool, tu vois. Et immédiatement, comme je porte avec moi
le côté il passe à la télé, tu vois, on connaît certaines de ses anciennes relations, etc. Il y a tout de suite un côté, ah ouais, le relou, ça doit être le séducteur relou, tu vois. Ouais, c'est marrant que moi j'aurais plutôt dit que c'est toi qui penses à ça en te disant je suis connue, j'ai une notoriété, machin, donc je sais pas trop faire la différence entre les filles intéressées Non, mais c'est et des les conneries, filles qui... ça. Oh là là. Bah, et il y a C'est quand des même des conneries, filles, ça. pardon, il y a quand même un phénomène, je passe à la télé, ah bah d'un coup il est beau. Arrête, ça c'est la vraie vie. Je crois Quelqu'un pas. qui te voit dans l'écran et te trouve beau, alors que si elle t'avait vu au coin de la rue, elle Elle était m'aurait pas peut-être connue. pas trouvé beau, c'est vrai. Bah attends, mais ça ça, c'est la s'arrête là. réalité. Mais ça s'arrête là. Oui, mais c'est pas facile, je me dis, pour quelqu'un de connu, de savoir discerner tout de suite dans quelle catégorie on est, tu vois. Mais pourquoi t'as besoin de discerner? Bah, je sais pas, t'as pas envie d'être avec une fille qui est avec toi entièrement, pleinement, que tu sois connu ou pas connu, elle s'en fout. Mais elle le sera. Enfin, je veux dire, t'es quand même suffisamment. Enfin, moi, je m'estime en tout cas suffisamment intelligent pour me dire que si je dois construire quelque chose avec cette fille-là, oui, non, mais toi, tu parles j'aurais de eu suffisamment de discussions pour Oui, savoir qu'elle oui, n'est pas là pour ça. Tu comprends D'accord, ce que je toi, veux t'es à dire? l'étape construction. Moi, j'étais à l'étape rencontre déjà. Mais à l'étape rencontre, rien ne t'empêche de kiffer, de taper des barres avec quelqu'un, même si la fille, elle te parle juste parce que t'es passé à la télé. Ouais, ok. Tu vois. Ça me gêne ça me gêne d'être trop vite dans cette espèce de systématisme de c'est parce que je suis. Tu vois. Encore une fois, ce qu'on fait a beaucoup moins d'importance aux yeux des gens que ce qu'on croit. La célébrité est beaucoup moins importante à notre époque aux yeux des gens que ce que ça l'était dans les années 60, Oui, 70, autant 80, d'Alain 90, 2000. Delon, ouais, Où à des l'époque, stars tu vois, comme tu avais ça. 6 chaînes, Ouais. les gars qui passaient sur ces chaînes ou les gars qui passaient au cinéma. C'était un Waouh, truc de c'était fou. des vrais restats, tu vois. Pour moi, aujourd'hui, ce truc-là est beaucoup, beaucoup moins puissant. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des stars pour tout Oui, ce que oui, tu aimes. t'as tu dans vois. tous les domaines. Si t'aimes ouais. le poney et les vieilles Ouais. Game Boy, tu vas trouver des influenceurs qui sont spécialement pour toi. Salut, moi c'est les poneys et les Game Boy, tu vois. Il y a des choses très très précises pour chacun. Donc la célébrité aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 100 000, 150 000 abonnés sur Instagram, qui ont déjà leur communauté et qui ont une forme de célébrité qu'on arrête dans la rue pour faire des photos, tu vois. Donc aujourd'hui, la célébrité est devenue un truc beaucoup plus accessible, beaucoup plus courant qu'à une certaine époque, c'est petit 1. Et ensuite, petit 2, les gens qui sont dans la lumière ont souvent l'impression que 80%, 90% des gens savent ce qu'ils font, connaissent les films qui sortent, les séries, les trucs. Mais les gens s'en foutent à un niveau, mais t'as pas idée, quoi. Moi, je m'en suis rendu compte parfois à mes dépens et parfois à mon avantage, quoi. Ça m'est arrivé parfois d'être dans des polémiques reloues où je me dis, mais tout le monde doit être au courant, c'est sûr. Ouais, Tu je vois. peux pas sortir Et t'arrives chez dans moi, une ouais. soirée et avec des potes proches et tu leur dis, t'es au courant des trucs, et ils te font, t'es au courant de quoi? Mais t'es sûr qu'ils Bah, disent tu la sais, vérité le ou truc- c'est pour pas te Mes blesser? potes, crois-moi qu'ils te disent la vérité. Ok. Ouais, vraiment, crois-moi. Et avec une virulence et une franchise qui dépasse l'entendement, tu vois. Mais des fois, ils savent pas, juste. Tu vois, on n'a pas le temps de suivre tous les délires de chacun. Et tant mieux, tu vois. Dans le positif comme dans le négatif. Il faut arrêter de penser que parce que parce que les gens ils t'ont aperçu 3 fois à la télé, dans leur tête, t'es quelqu'un de spécial. Moi, la plupart du temps, je rencontre des gens qui me disent « Ah putain, t'es truc et tout, trop cool, on fait une photo, ouais. » Et je vois qu'au moment où la photo, elle est prise, au moment où le téléphone se baisse, ils sont déjà passés à autre chose dans leur tête, tu vois. Ça y est, quoi, tu vois. Il n'y a rien de ouf dans tout ça. Et je pense que plus le temps va avancer, plus on aura des nouvelles célébrités, plus on aura des nouveaux formats, plus les gens s'en foutront. Ouais, Et tant mieux. Ça va se tu vois. démultiplier. Quelque part, comme tu dis, tant mieux. Boum boum ou pas boum boum, Mask Singer. Bah, grave, boum, boum, grave. T'aimes ce J'adore programme, t'aimes j'adore être ce programme. dedans. Déjà, j'aime l'idée de passer à la télé. J'aime la télé, j'ai grandi avec ça, je fais partie de la dernière génération qui a grandi avec ça. Nous, les trentenaires, en tout cas ceux qui ont entre 25 et 35 ans aujourd'hui, on est la dernière génération à avoir grandi gamin avec la télé, tu vois. Ouais, parce qu'on a tendance à dire que la télé, ça sera dans quelques années has-been, Obsolète, plus, ouais. plus personne regardera, que l'avenir, c'est pas la télé. Mais je pense Toi, que c'est t'y es vrai. attaché. Je pense que c'est vrai. Je pense que la télé existera toujours, mais je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Elle aura de moins en moins une audience jeune. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus sur la télé, et les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain qui n'ont pas pris le réflexe de regarder la télé, donc je ne pense pas qu'ils la regarderont demain non plus. Donc petit à petit, je pense que la télé est amenée soit à disparaître, soit à devenir beaucoup plus faible. Et c'est naturel, c'est l'évolution des choses, il ne faut pas lutter contre. Mais toi, t'aimes y être en ce moment. Et moi, j'aime la télé. T'aimes la télé. Et je l'aime d'autant plus que je me dis que c'est peut-être ces dernières années, tu vois. Et que j'ai envie de la célébrer jusqu'au bout parce que ça m'a tellement fait rêver, moi, cette petite lucarne. Enfant, j'étais tellement devant la télé à me dire t'imagines comment ils font les gens pour rentrer dans ce meuble tu sais comment ils font, quoi. C'est fou. Là, on est d'accord que ce truc-là que je vois là, partout en France, si on allume la même chaîne, on a la même chose. Ça m'a fasciné enfant, quoi. Et ce truc qui m'a fasciné, bah, aujourd'hui, j'aime garder un contact avec, tu vois. J'ai fait Soda pendant 5 ans, on était matin, midi et soir à la télé. Ensuite, j'ai fait une autre série, pareil, télé. Plus récemment, j'ai fait une série pour TF1, pareil, cette attache de la télé. Et bah, Singer, c'est ça. C'est un endroit où je m'éclate, où je peux faire le con. Et c'est la télé, c'est TF1 20h50. C'est dingue, en vrai. Moi, le gosse en moi trouvera toujours
que être sur TF1 à 20h50, c'est un truc de ouf. Tu vois. La symbolique est forte. Et je sais que pour toute une génération, ça l'est pas. Hein. J'ai un petit frère qui a 19 ans. Oui, regarde plutôt les des plateformes. fois, je lui dis, regarde, je suis sur ça ce soir. Il me dit, ouais, je regarderai. Rien à foutre. Sur Netflix. S'en fout complet. Et enfin, pour terminer, la série Soda, Boum Boum ou pas Boum Boum, quand on t'en parle encore aujourd'hui, bonne chose ou ça y est, tu dis c'était il y a longtemps, c'était mes débuts. Et je sais que tu l'as dit, tu l'as arrêté à un moment donné où ça marchait bien. Tu aurais continué. Je regrette pas de pas avoir continué. Tu regrettes pas de pas avoir continué. Non. Donc c'était bon choix. Évidemment, méga boom boom pour Soda, ça a été non seulement des années extraordinaires, ça a été mes études à moi presque. Tu sais, quand tu sors du lycée, souvent tu fais des études. Moi, je suis sorti du lycée, j'ai fait Soda pendant 5 ans. Donc j'étais à fond là-dedans et c'était des tournages de 8 mois. Donc on tournait toute l'année ensemble pendant 8 mois. Ensuite, on avait des grandes vacances, puis on se retrouvait à la rentrée pour retourner pendant 8 mois. J'ai vraiment fait mes armes, appris mon métier là-bas et... écoute, je vais te dire, c'est partagé. C'est-à-dire que j'adore qu'on en parle. J'adore qu'on en parle avec nostalgie. Je trouve qu'il y a dans le lot beaucoup de faux culs. Il faut savoir qu'à l'époque, Soda, quand c'est diffusé, c'est aussi le début des réseaux sociaux. C'est le début de Twitter, d'Instagram, de Facebook. Nous, on est diffusé entre 2011 et 2015. Si tu regardes bien, c'est le moment où toutes ces énormes plateformes arrivent. Et on se fait charcler la tronche. Vraiment, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ce sous Simpson? C'est pourri, c'est nul, c'est naze, tout le monde joue mal, ils sont tous mauvais, c'est pas drôle. Soda, à l'époque, en termes de critique, ça a été ma première vraie violence, quoi, tu vois. Et quand je vois aujourd'hui ce que la nostalgie provoque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors là, c'est un truc, c'est devenu, tout le monde est d'accord pour dire que Soda, c'était formidable. Tu vois. C'est fou. De théâtre. Non, mais c'est dingue. Moi, j'hallucine parfois. Parfois, je me dis, non, mais vous oubliez, mais tellement vite. Après, c'est pas les mêmes personnes, j'imagine aussi. Tu vois, dans le lot, il y en a forcément certains. Ouais, c'est sûr. Tu sais, il y a quand même un phénomène de... Tu vois, la hype ou pas la hype? Tu vois, à l'époque, ça avait pas la hype. Aujourd'hui, Soda, ça la hype d'un côté un peu revival. C'est la raison pour laquelle je pense que ceux qui s'obsèdent à vouloir être dans la hype, à un moment donné ou à un autre, s'y perdront. Tu penses que tu es dans la hype aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense pas, non. Mais je m'en fous. Et surtout, au-delà de m'en foutre, je veux être moi-même. C'est ça qui m'intéresse. Je veux être moi. Je veux faire des trucs qui me font kiffer moi. Alors, c'est vrai, peut-être c'est pas cool de faire ce truc-là, tu vois. Mais je m'en fous, moi, ça me fait plaisir de le faire. Peut-être que c'est plutôt hype d'aller faire ce truc-là. Mais ça me fait pas kiffer de passer du temps avec ce mec-là. Donc, je vais pas les faire. Je m'en fous. Je veux kiffer ma vie et faire les endroits où je me sens bien et à l'aise, tu vois. Je vois trop d'artistes autour de moi se dire, faut que je fasse gaffe à mon image. Si je fais ça, les gens vont me voir comme ci. Et si je fais ci, les gens vont me voir comme ça. Et le plus ils le font, le plus ils se retrouvent précisément là où ils ne voulaient pas être. Fais le truc avec tes tripes, avec ton cœur. Fais-le avec sincérité. Les gens, ils voient la sincérité. Ça prend du temps parfois, hein, mais les gens, ils voient la sincérité à un moment donné. Et ils croisent à ce truc-là. Il y a trop de postures dans ce métier. Trop de postures. Trop de gens qui disent, ouais, c'est bien si je dis ça à ce moment-là. Ah, c'est bien si je fais pas trop ça à ce moment-là. J'irai à cet endroit-là quand ce sera la hype, mais pour l'instant, pas trop. Tu te perds, mon gars. Tu es tellement dans le calcul que tu as oublié d'être toi. Lâche prise. Et en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'avoir dans ce canapé. Kev, merci beaucoup d'être venu dans Boum Boum Podcast. Putain, j'ai oublié ma deuxième partie de réponse de Soda, excuse-moi. Oui. Je disais, oui, il y a une partie où Boum Boum à mort. Et il y a un truc qui me gêne parfois, c'est vrai, c'est quand les gens me disent, je t'adore, je te connais que de Soda. Ah, ouais, bah là. Tu sais, parfois, j'ai envie de répondre, genre vraiment, avec tout ce que j'ai envoyé depuis 15 piges. Il y a que ça. T'as vu que Soda, vraiment, tu vois, t'es sûr? Et en général, quand tu creuses un peu, non, ils ont vu d'autres trucs. Mais il y a quand même une manière un peu consciente ou inconsciente de te rabaisser. Tu vois, il y a un côté un peu... Ah, tu le vois comme ça? J'aurais pu dire nostalgique ou non? C'est pour te rabaisser. Il y a des gens qui le font volontairement pour te rabaisser, je le sais, je le sens. Mais pas du métier, du public là, du public. Du public. Les gens, il y a un côté pour te dire, en fait, t'as fait qu'un seul truc bien, c'était il y a 15 ans, tu vois. Et bah du coup, tu leur réponds, non, après, j'ai fait ça, ça, et puis, non, je réponds pas ou je t'invite à aller voir mon prochain film, non? Tu réponds pas je réponds, merci beaucoup. J'adore, c'est énorme. Bon, bah, non, j'ai pas envie de perdre du temps à argumenter, quoi. Ah là là, je t'adore, depuis l'époque de Soda, t'as fait quoi? Rien, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Ouais, c'est pas grave. Merci Kev, vraiment. C'est moi qui vous remercie, Boum Boum, c'était une discussion passionnante. Ouais, Certains l'aiment chauve, ça sort le 16 juillet au cinéma. On dit merde dans ce métier. C'est un film très drôle, très émouvant aussi par moments, un film sur l'acceptation de soi. Ouais. Il y a une très jolie comédie romantique aussi à l'intérieur. Et voilà, si vous voulez vous taper des barres de rire, c'est le vrai cool summer movie. Et si en plus vous connaissez quelqu'un qui vit ça ou vous êtes touché de près ou de loin par la calvitie, je crois que ça va drôlement vous parler. Et bah voilà, le message est passé. Merci infiniment. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Bah, c'est gentil ça. Vous likez, vous nous laissez vos petits commentaires. Laissez-nous vos petits commentaires. Ouais, du coup on en a tellement parlé qu'on a hâte de les lire les commentaires. Mais grave. Merci, on vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.